Il est des nuits sans lune où jusqu'à l'asphyxie moite me prend, l'âcre odeur de sang jaillissant de toute trempette bouchée. Des nuits sans nom, des nuits sans lune, la peine qui m'habite m'oppresse, la peine qui m'habite m'étouffe. Nuit sans nom, nuit sans lune où j'aurais voulu pouvoir ne plus douter, tant m'obsède d'écœurement un besoin d'évasion. Sans nom, sans lune, sans lune, sans nom, nuit sans lune, sans nom, où le dégoût s'ancre en moi aussi profondément qu'un beau poignard malais. Léon Gontran Damas, 1912-1978. Je vais donc vous faire une brève présentation de ce roman que j'ai lu d'une traite. Ce roman donc s'inscrit dans les nouvelles tendances de la littérature caribéenne francophone. Et pourtant, parmi donc, ces nouvelles tendances de la littérature caribéenne francophone, ce roman guyanais, par son essence, son histoire, sa pluralité, les origines de son auteur, eh bien ce roman guyanais se distingue. Loin des nouveaux romans antillais qui livrent une peinture de ce bateau ivre et à la dérive qu'est la société antillaise, loin de ces nouveaux romans qui présentent la vie des nuiteux, la fresque des marginaux, etc., le premier roman de Catherine Lepelletier préserve le devoir de mémoire et il convie le lecteur à entonner, selon le titre, une rhapsodie jazz pour Damas. S'inscrivant dans une tradition littéraire visant l'exaltation de figures exemplaires et fondatrices, ce roman historique, aux accents intertextuels, fixe les événements réels de la vie du Guyanais essentiel, ainsi que le nomme l'auteur. Et ce roman permet un dialogue avec les textes du cofondateur de la négritude, qui inaugure d'ailleurs chaque chapitre. La citation liminaire d'un chapitre de roman peut ainsi être un extrait de poème ou alors un extrait de discours politique de Damas repris avec exactitude. Résultant d'un important travail de recherche et de documentation, le récit authentifié mêle un brin de fiction à tellement d'histoire avec majuscule et d'histoire. Forme libre et d'inspiration populaire, la rhapsodie, mise en mots pour Léon Gontran Damas, le poète, le politique, l'homme, s'écoute au travers de la voix entraînante de la narratrice, la vieille et attachante Mamoun, qui raconte la vie de son tonton Léon. Le récit cadre de Mamoun enchâsse l'histoire de ses souvenirs ou de ceux de personnages réels ayant réellement rencontré Damas, comme par exemple Mampiero, qu'il a connu durant l'enfance et qu'il sollicite en période électorale. Mais même dans ce roman de Catherine Lepelletier, qui conserve un aspect, comme on le disait, traditionnel dans les thématiques abordées, la représentation des dérives sociétales n'est jamais loin. Dans Rhapsodie jazz pour Damas, lorsque la narratrice Mamoun retrouve la seconde épouse de Damas au Brésil et se promène avec elle dans les rues de Rio, un jeune drogué tente de leur vendre de force son bébé pour 100 cruzeros. Anecdote, on pourrait le croire, mais non. Il s'agirait plutôt d'un événement, renvoyant peut-être à un point de vue nihiliste des nouveaux écrivains de la littérature caribéenne francophone. L'existence humaine semble aujourd'hui dénuée de toute signification, les plus hautes valeurs se dévalorisant. Alors peut-être, comme Catherine Lepelletier, devrions-nous revenir à nos fondamentaux. Merci. Bravo Laura Cassin pour cette analyse exacte, magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est docteure en littérature comparée et c'est vrai qu'elle s'exprime avec l'aisance d'un universitaire sur un texte qui en soi n'est pas un texte scientifique. Il s'agit, vous l'avez compris, d'un roman
historique basé sur une partie de la vie de Léon Gontran Damas, poète, mais aussi politicien, puisqu'il a été 3 ans à la tête des destinées de la Guyane avec un mandat de député à l'Assemblée nationale. C'est donc un roman qui n'a rien à voir avec ce à quoi peut-être on aurait pu s'attendre quand on parle de Léon Damas. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'études universitaires qui ont été faites sur ce poète guyanais. Beaucoup d'études ont été faites sur sa poésie, également sur ses essais. Une étude en ce moment est en train d'être faite sur les textes de loi, les propositions de loi qu'il a déposées à l'Assemblée nationale. Il y en a eu 14 au total. Une étude donc est en train d'être réalisée là-dessus. C'est le premier roman historique où Damas est un personnage, où Damas est, on va dire, renaît avec une particularité qu'on lui connaît, avec sa verve, avec sa gouaille également. C'est donc un premier roman, une première fiction consacrée à ce personnage qui est un peu un poète maudit, me corriger, ou alors si tu es d'accord ou pas, c'est un peu considéré comme étant le poète maudit de la négritude. Il a été le premier des 3 fondateurs de la négritude à publier. Damas a publié son premier recueil de poèmes en 1937. Ce recueil s'appelle Pigment. Dans ce premier recueil, il fustigeait la bonne société antillaise de l'époque, qui voulait lui donner une éducation qui le bloquait, qui le frustrait, une éducation calquée sur le modèle dominant d'alors, le modèle européen. Lui, au contraire, il a voulu affirmer ce qu'il était, c'est-à-dire un nègre et un nègre guyanais. À la lecture de son recueil de poèmes Pigment, Césaire a dit qu'il a dû changer lui-même sa façon d'écrire et adapter sa propre façon d'écrire parce que Pigment était pour lui une révélation. C'est quand même pas rien. Ensuite, on connaît l'amitié qu'il a unie également à Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, qui lui était fils de parents très aisés. Il était vraiment un étudiant à l'aise à l'époque, un Sénégalais qui avait des sous à Paris, et je pense que c'était l'un des rares, l'un des seuls. Il n'était pas nombreux dans son cas. En tout cas, il était assez généreux pour aider Damas à publier son premier recueil de poèmes, puisque Damas lui-même n'avait pas un sou, sa famille bien pensante lui avait coupé les vivres, décrétant que sa façon de vivre ne correspondait pas à ce qu'elle souhaitait pour lui. Donc, comme il ne voulait pas se ranger dans la bonne catégorie, alors les vivres lui ont été coupés. Et de fait, il a continué, il a décidé de persévérer et de continuer à écrire de la poésie. Alors, à un moment donné, comme beaucoup de poètes, il a fallu publier. Et il fallait des sous pour le faire. Eh bien, c'est Léopold Sédar Senghor qui l'a aidé. Il lui a donné à l'époque la somme rondelette de 600 francs, et pas rien. On est en 1937, je le rappelle, au tout début du XXe siècle. Bon, si quelqu'un peut faire l'équivalent, vous pouvez imaginer que quand même ça représente beaucoup, et surtout ça représente beaucoup pour un étudiant comme Damas, qui lui n'a pas souvent d'argent pour manger, qui est obligé de travailler pour manger. Il a fait beaucoup de petits boulots, comme on dirait aujourd'hui, pour pouvoir manger. Donc de fait, c'est vrai, ça a été une période particulièrement difficile pour lui, mais c'est vrai aussi qu'elle a été aidée par Senghor. Césaire, je ne sais pas s'il l'a aidé particulièrement, en tout cas cette période-là. Une chose est sûre, c'est que leur amitié à tous les 3 a eu lieu à un moment ou à un autre de leur vie. Elle a été malgré tout présente. Par exemple, à la mort de Damas en 1978 à Washington, Césaire a demandé à ce que ses cendres s'arrêtent en Martinique et d'organiser une veillée en Martinique pour son ami Damas avant que les cendres ne soient rapatriées au cimetière de Cayenne. Malgré tout, Damas, il a été aimé par ses 2 amis cofondateurs de la négritude, n'a donc pas eu, comme eux, autant de succès au plan international, dire ça comme ça. Même en Guyane, vous savez, il n'a pas eu autant de la flamme de Damas, n'a pas brillé autant
que celle de Césaire Martinique, par exemple. Il faut le dire, évidemment, beaucoup de personnes aujourd'hui reconnaissent enfin ce grand poète à sa juste valeur, mais ça n'a pas été simple, parce que la pensée dominante de l'époque l'empêchait. Parce que, comme je vous l'ai dit, Damas avait sa personnalité au départ, et puis parce qu'il avait quand même un ennemi intime de grande force. Cet ennemi intime en politique s'appelait Gaston Monnerville. Alors, ça fait le luxe d'avoir un ennemi politique comme Gaston Monnerville, alors il faut avoir beaucoup d'arrière avec soi. Damas n'en avait pas beaucoup. Il s'est trouvé opposé à Gaston Monnerville à 3 élections successives. 3 fois. Et donc jusqu'à la fin, les 2 hommes, Gaston Monnerville et Léon Damas, sont restés. Autre petite explication sur le fait que Damas soit peut-être moins connu que Césaire et Senghor. Et pourtant, ces poèmes parlent d'eux-mêmes. Ces poèmes aujourd'hui interpellent beaucoup de monde. Daniel Régnier-Degla nous a parlé tout à l'heure d'un flash mob, d'un événement qui a été organisé au tout début de l'année 2012 sur le porche de l'église par des jeunes du Moule. D'autres événements de même type ont été réalisés également en Guyane, avec des jeunes aussi. C'est-à-dire que les poèmes de Damas parlent directement à ceux qui les lisent aujourd'hui au XXIe siècle. Ce sont des poèmes d'actualité. Vous lisez Damas aujourd'hui, vous n'avez pas du tout l'impression de lire un poème du XXe siècle, du début du XXe siècle. Vous lisez le recueil Pigments de Damas, publié donc en 1937, vous avez, je vous assure, l'impression de lire quelqu'un d'actuel, il n'y a aucun décalage. Ça, c'est la force de Damas. Il dure. Il dure, et ce qu'il écrit parle encore aujourd'hui à ses lecteurs. C'est vraiment un fait extraordinaire, dans le sens plein du terme, parce que je ne connais pas beaucoup de poètes qui ont cette capacité-là, cette force-là. On ne va pas faire de comparaison, parce que comparaison n'est pas raison, mais réellement, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer d'avoir cette force poétique d'une réalité terrible. Alors, poète maudit également, eh bien parce que de façon posthume, il avait annoncé, avant sa disparition, la publication d'un recueil de poèmes qui s'appelle Mine de rien, qui n'a jamais été publié. Alors bon, il y a eu des barrages administratifs, comme vous pouvez imaginer, des barrages familiaux peut-être. On n'a jamais eu d'explication claire à ce niveau-là. La seule certitude, c'est que ce recueil de poèmes intitulé Mine de rien, par lui-même Damas, n'a jamais été publié. Il y a toujours eu un blocage quelque part, dès que les associations, nous-mêmes au niveau de l'université, on s'est intéressé à ce poème, on a interrogé officiellement les ayants droit de Damas, on a toujours eu des réponses assez floues, assez vagues sur la non-publication de ce poème, de ce recueil posthume, à tel point qu'à un moment donné, on s'est même interrogé sur l'existence de ce recueil-là. Mais en fait, pour ceux qui connaissent la Guyane, qui sont peut-être déjà allés au cimetière de Cayenne en promenade, pourquoi pas, il y a des promenades guidées qui sont très très intéressantes et qui peuvent vous éclairer sur quelques grandes personnalités du pays. Eh bien, il y a la tombe de Damas, qui est située en plein milieu du cimetière, qui est ornée d'ailleurs d'une sculpture monumentale réalisée par un sculpteur guyanais, Victor Ardinet. Et sur cette sculpture, il y a un poème intitulé La torche de résine. Et c'est un poème qui a été publié de façon posthume et qui nous a été annoncé comme faisant partie de ce recueil inédit, Mine de rien. Donc on s'est dit, il existe quand même. Et puis il y a eu 2012. 2012 est arrivé avec les manifestations afférentes à la célébration de sa naissance, du centenaire de sa naissance. Parce que ça, c'est aussi une particularité. Nous sommes en train de célébrer les 100 ans de la naissance de Damas, et non pas de la mort de Damas. Parfois, c'est le cas quand il y a des célébrations. Là, on célèbre les 100 ans de la naissance du poète. C'est quelque chose de fabuleux, toujours un peu plus gai, un peu plus vif, un peu plus lumineux. Mais ça correspond bien, je crois, à la qualité du poète lui-même.
Et avec toutes les manifestations qui ont accompagné le centenaire de la naissance du poète, alors il y a eu un choc que nous avons eu, nous, tous les amoureux des écrits de Damas, un choc qui est arrivé avec les nouvelles technologies. Il y a un ami de Damas qui s'appelle Christian Philostrate, qui ne vit pas en France, qui ne vit pas chez nous aux Antilles, et qui ne vit pas en Guyane non plus, mais qui vit aux États-Unis. Alors il navigue entre ce qu'on a cru comprendre entre les États-Unis et le Paraguay. En tout cas, il vit là où la législation n'est pas la même. Il s'est présenté comme étant un ami de Damas. Et il nous a raconté, donc il a écrit également sur son amitié avec Damas, sur ses rencontres, ses discussions avec lui. Et bien, figurez-vous qu'il a publié sur Internet ce recueil que vous pouvez retrouver, qui s'appelle Mine de rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Il y a 37 poèmes inédits de Damas publiés sur Internet par cet ami qui s'appelle Christian Philostrate. Alors, je m'apprête simplement à vous donner, pour vous inciter à le lire, vous pouvez le trouver gratuitement, hein. J'insiste là-dessus. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Un petit poème très court pour vous donner simplement la saveur du dire, la saveur du verbe de Léon Damas. C'est quelques lignes, c'est un poème qui s'appelle « N'attendez ». N'attendez qu'il soit dit, peut-être bien que si, peut-être bien que non, ni qu'il soit dit oui mais, non mais. Attendez-vous à entendre ce que vous n'êtes point, sans savoir devoir entendre ce que vous attendez depuis déjà longtemps à vous entendre dire. Voilà, c'est un petit jeu de mots, ça vous donne le ton de l'amusement avec lequel Damas aimait à manier la langue, le ton de la légèreté, parce qu'on parle trop souvent d'un Damas qui peut être lourd, qui peut être triste, qui peut être... Pas du tout. Vous allez vous en rendre vous-même. Damas est un monsieur qui est également quelqu'un de très gai. Et c'est parce que j'ai la certitude, je ne l'ai pas connu, c'est mon grand regret, j'ai la certitude que c'était effectivement quelqu'un de très gai, quelqu'un de très, de très entraînant, que j'ai eu envie d'écrire un texte sur lui et avec lui. J'ai envie de le faire revivre, d'abord dans mon imagination et ensuite sur le papier. J'ai envie de faire revivre sa personnalité et de lui donner les couleurs qu'il méritait. D'arrêter qu'on le voit en noir et blanc. Évidemment, la couverture du livre est en noir et blanc, mais Damas est un homme de couleur. Damas est un homme tout en couleur. C'est un tout couleur, il dit. Damas est vraiment quelqu'un qui mérite d'être connu, qui mérite à être fréquenté. Et c'est à cette fréquentation-là que je vous invite dans ce roman. Et vous verrez que Damas n'est pas seul. Laura a parlé tout à l'heure de sa seconde épouse, qui était une Brésilienne, Marieta Campos, qui a passé avec lui la dernière décennie de sa vie. Ils se sont rencontrés au Brésil, ils se sont mariés et elle l'a suivi à Washington durant toutes les dernières années de sa vie. Aujourd'hui, Marieta, Damas n'est plus. Laura a souligné tout à l'heure la scène que je raconte, dans laquelle effectivement un enfant est proposé pour quelques cruzeros de l'époque à Rio de Janeiro. C'est une réalité. Cette scène s'est véritablement passée quand je suis allée à la rencontre de Marieta. C'est une rencontre dont je parle réellement, que je dépeins dans sa réalité. Je parle de son appartement tel que je l'ai vu à Rio, et je parle de cette scène que nous avons vécue, qui nous a toutes les deux choqués. Ce jour-là à Rio, qui est la réalité à Rio, qui existe malheureusement encore aujourd'hui, quoique avec depuis Lula da Silva, la réalité soit un peu plus belle tout de même, celle qui précédait. Voilà donc ce que je voulais vous dire, hormis le fait que Damas n'est pas seul dans ce roman. Il y a également d'autres grandes personnalités guyanaises que vous ne connaissez peut-être pas ici en Guadeloupe, mais permettez-moi simplement le plaisir d'en citer quelques-unes, de faire résonner leur nom ici de façon très symbolique à cette magnifique bibliothèque du Moule.
je vais parler d'Auguste Horth, qui est un grand Guyanais qui a beaucoup aidé dans la démocratisation du savoir en Guyane. Lui et sa femme Joséphine ont beaucoup fait pour aider à la connaissance. Lui était directeur d'école, Joséphine Horth était également une institutrice, et ils étaient tous les deux très très engagés politiquement, et grâce à eux, beaucoup de Guyanais savent lire. Je voulais simplement le souligner. Il y a aussi dans cet ouvrage René Jadefar, bien sûr. René Jadefar, député avant Léon Damas, ami de Damas, député de la Guyane, qui est également un écrivain guyanais. Vous pourrez trouver peut-être un ou deux de ses romans ici à la bibliothèque du Boule, oui, me dit Daniel. Il est également, j'ai voulu le faire revivre dans ce roman, leur donner la place qui leur revient. Il s'agit d'amis de Damas. Et puis il y a bien sûr Gaston Monnerville, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, juste un dernier mot sur René Maran, que vous connaissez peut-être, qui a été le premier auteur guyanais, le premier auteur noir, tout simplement, à recevoir le prix Goncourt pour un roman qui s'appelle Batouala, prix Goncourt qu'il a reçu en 1921. René Maran, qui a payé toute sa vie ce roman-là, on le lui a fait payer. Il était obligé de démissionner de l'administration française où il travaillait. Il était aux côtés de Félix Éboué en Afrique équatoriale. Il est rentré en France et de fait il a été toute sa vie en dette à cause de ce roman magistral et de la préface surtout qu'il avait publiée, préface de ce roman dans laquelle il décrivait tout simplement la vie des colons en Afrique. Elle n'est pas très très reluisante. Voilà, donc lui également, j'ai voulu donner une place symbolique dans cet ouvrage que je vous invite à lire. Et voilà, je suis prête à répondre à vos questions, si tant est que vous en ayez. Merci. Juste une petite parenthèse sur le titre de ce recueil, c'est mine de rien au singulier. Le premier recueil de poèmes dont je vous parlais tout à l'heure, Pigment, de Damas, a été préfacé par un grand poète français qui s'appelle Robert Desnos. J'aime beaucoup lui aussi. Il est l'auteur de nombreuses pièces qui sont très très parlantes et qui sont magnifiques. Alors, Robert Desnos était lui aussi poète, journaliste, et de façon posthume, c'est quand même curieux, de façon posthume, sa famille a publié un recueil qui s'appelle Mine de rien. Mais mine de rien au pluriel cette fois-ci. Vous voyez comme les deux poètes se rejoignent de façon posthume avec deux publications publiées après leur mort avec le même titre. Voilà. Et je signale également que dans Pigment, Damas rendait déjà hommage à Desnos, qui malheureusement est mort juste après la libération, mais des grandes souffrances qu'il a payées pendant la Seconde Guerre mondiale, 1945. Alors j'ai choisi de m'intéresser à la période politique de Damas, à la période où il a choisi lui-même de faire de la politique à Cayenne. Et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à la ville même de Cayenne, au siège même de Cayenne, aux gens qui vivaient à Cayenne à cette époque-là. Et j'ai donc choisi de reconstituer un Cayenne, bien sûr aujourd'hui imaginaire, mais un Cayenne tout de même pour lequel nous avons des traces, beaucoup de témoignages. Donc le choc des deux époques a été nettement atténué grâce à ces témoignages et grâce à ces éléments concrets qu'on a tout de même sur le Cayenne de, on va dire, la moitié du XXe siècle. Puisque Damas a été député de 48 à 51, donc sa campagne a été faite en 47 au moment de la mort de Jadefar, à qui il a succédé. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord féliciter donc les deux intervenantes, Madame Le Pelletier et Madame Calcin, pour leur intervention. Alors je dois dire que ma première rencontre avec Damas a été, comme je pense, pas mal entre nous à l'école. Et je me rappelle quand j'étais au collège, au lycée, de ce poème célèbre de Damas, Coquet. Et je dois dire que quand j'ai su
que cette année on célébrait le 100e anniversaire de sa naissance, c'est ça? Et donc je suis enseignant, et donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pris, que j'ai étudié, que j'ai travaillé avec les élèves donc, sur certains poèmes de Léon Gontran Damas. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les élèves de travailler sur la poésie. Je dois dire quand même qu'ils étaient quand même contents de faire connaissance avec cet auteur. Ils ont appris quand même des choses intéressantes. Voilà. Je voudrais vous poser une question. Donc vous avez évoqué les trois compagnons de groupe de Léon Gontran Damas, du moins les deux, c'est-à-dire Aimé Césaire et Senghor. Est-ce que c'est une coïncidence? On se rend compte finalement que les trois ont embrassé une carrière politique. Alors est-ce que c'était quelque chose qui était voulu ou quelle coïncidence? Qu'est-ce qui les a poussés qu'est-ce qui a poussé Damas également à embrasser cette carrière politique? Alors, d'abord, félicitations pour le travail que vous faites avec vos élèves et merci de ce témoignage parce que c'est vrai que Damas est en adéquation, je crois, avec le mental des jeunes aujourd'hui. Alors, Damas était appelé en politique. Damas était en France avec ses amis à lui et Jacques Farr aussi était en France au départ parce que c'est Jacques Farr qui initialement était le député qui avait été choisi par une certaine frange de Guyanais pour faire opposition à Monnerville. Alors que bon, les familles Jacques Farr, les familles Monnerville étaient des familles liées. Jacques Farr d'ailleurs était ami avec Gaston Monnerville. Et Jacques Farr a finalement décidé d'accepter la proposition des Guyanais qui étaient venus le chercher en France et de se présenter. Donc il a été élu à l'Assemblée nationale et il a réussi comme ça à faire chuter Monnerville, qui depuis n'a plus retrouvé son poste à l'Assemblée nationale. Il a retrouvé un autre en Guyane, à la présidence du Conseil général, mais plus à l'Assemblée nationale. Donc Jacques Farr était avait gagné cette élection. À la mort de Jacques Farr restait très très peu de temps député. Damas était lui-même sur place. Il a décidé de continuer. C'était une continuité normale pour lui. René Parent, duquel il était très proche, Damas, avait émis lui-même le souhait que Damas prenne les rênes. Ils avaient tous les deux, Damas et Jacques Farr, créé un journal en Guyane dans lequel ils écrivaient, dans lequel ils avaient cédé des colonnes à Maran. Donc il y a eu, ça s'est fait pour Damas de façon naturelle. De façon véritablement naturelle. En ce qui concerne Senghor, je vais laisser le soin peut-être à Mme Cassin répondre pour Césaire, je ne me permettrai pas. En ce qui concerne Senghor, je vous l'ai dit, il venait de Joal, c'est un petit village à côté de Dakar. Ses parents étaient ceux qui maîtrisaient le commerce de toute la région. Et en ce sens, vous savez bien que celui qui avait les sous, le vrai pouvoir est le pouvoir économique. Le vrai pouvoir est un pouvoir économique. Senghor n'a pas eu de mal à prendre la suite et il a mis ses pas dans ceux de M. Diagne, qui était le premier député africain élu. Senghor était lui député du Sénégal et du Mali à l'époque où c'était la même circonscription. Là encore, c'est une avancée normale. Ils ont affirmé leur méritude au départ. Il s'agissait d'intellectuels tout de même, et qui en avaient assez, je crois, que d'autres parlent à leur place. Alors, ce cheminement normal de parler pour eux-mêmes, ils l'ont fait, je crois, de façon très naturelle. Mais peut-être que pour Césaire, c'est différent. Moi, je pense que concernant les trois, ils se sont rendus compte que tous trois écrivains, à un moment, il fallait que leur engagement se concrétise par des actions. Donc oui, il y avait ce pouvoir des mots qu'ils ont utilisé chacun dans leur recueil poétique, mais ils ont aussi à un moment voulu concrétiser ces mots par un engagement plus concret, on va dire, l'engagement politique qui justement était dans la continuité de leur pensée. Oui, juste une précision également, c'est vrai que
Ils se sont rencontrés un petit peu au lycée également à Louis-le-Grand, je crois. Certains d'entre eux, je crois, ils se sont rencontrés à Louis-le-Grand. Alors, Damas et Césaire se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous les deux assis au lycée Schleicher, à Fort-de-France. Damas a fait sa classe de 5e en Martinique. Il a quitté la Guyane à la fin de la 6e, et c'est la classe de 5e qu'il a faite en Martinique, et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Césaire. On ne peut pas dire que, bon, en classe de 5e, il y a une amitié indélébile qui conditionne une vie. Ils se sont retrouvés en France par la suite, mais ils se sont rencontrés pour la première fois là. Ensuite, c'est un ami africain d'ailleurs qui a présenté Damas à Senghor. À Paris également, quand ils faisaient tous les deux leurs études. Voilà, ils se sont effectivement rencontrés en France. Damas n'a pas été au lycée Louis-le-Grand. Mais en fait, c'est Senghor et Césaire. C'est Senghor et Césaire. Voilà, Damas a fait des études supérieures de langues orientales, de lettres, d'ethnologie, mais il n'est pas allé au lycée. Mais dans cette période également, ils ont rencontré Pompidou, je crois, également, qui était à Louis-le-Grand. Alors, Pompidou, oui, Pompidou était avec eux, et Pompidou, pour la petite histoire, était... oui, Pompidou était avec eux. Alors, le lien, c'est vrai, Pompidou était là, c'était leur ami, mais alors le lien se passe aussi avec Félix Éboué. Félix Éboué, très grand Guyanais. Félix Éboué, dont alors c'est Senghor qui a épousé, qui a eu en première épouse la fille de Félix Éboué. Félix Éboué était le beau-père de Senghor. Voilà, la première femme de Senghor était la fille de Félix Éboué. Et Claude Pompidou, Georges Pompidou, toutes ces personnes-là étaient vraiment très très... C'était un petit clan, d'amis. Pendant toute leur vie, ils sont restés très très liés. D'ailleurs, Senghor est rentré en Normandie, comme vous le savez, où il est mort il n'y a pas si longtemps que ça finalement, mais il était très âgé. Évidemment, si j'étais rentré déjà dans la lecture du roman, probablement j'aurais eu peut-être plus de questions fraîches, je dirais. Alors, mais je voudrais savoir quand même, si vous voulez, de nos jours, du fait de la rivalité de Damas avec Monnerville, parce qu'ils n'étaient pas d'accord politiquement, ça peut se comprendre. Je dis, est-ce que la suite, soit la suite du point de vue littéraire, la reconnaissance en Guyane, par exemple, du travail de Damas, est-ce qu'il est perçu jusqu'à maintenant? Ah non, Damas aujourd'hui est enfin reconnu pour ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un énorme poète, un grand poète, un grand auteur, parce que bon, il écrit de la poésie, mais il a aussi publié des contes de Guyane, il a transcrit des contes, il a aussi publié un essai qui s'appelle Retour de Guyane, qui est toujours d'actualité. Non, Damas aujourd'hui, oui, est vraiment une figure fondamentale de la Guyane. C'est vrai. Beaucoup, enfin, je ne connais pas aujourd'hui un seul Guyanais d'abord qui ne connaisse pas, qui ne sache pas qui est Damas, qui n'est pas lu Damas, et qui ne reconnaisse pas Damas comme étant un grand. Donc, oui, donc Damas a toute sa place. C'est, avec Félix Éboué, l'une des grandes figures de la Guyane actuelle.